Plus il y a une culture qui est compatible, plus vous pouvez y aller en confiance, donc plus vous êtes prêt à valoriser l'entreprise, parce que vous savez que les synergies vont arriver. Donc il y a tout un ensemble de phénomènes vertueux qui peuvent avoir lieu. Et si vous ne le faites pas comme dans 95% des cas, eh ben vous allez arriver au scénario normal, où vous avez 2 tiers des acquisitions qui ne créent pas de valeur. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des jeunes super engagés dans des boîtes qui ont des cultures fortes. Et que vraiment, dans ces boîtes-là, on n'a jamais entendu le côté « non, mais de toute façon, les jeunes, ils ne veulent plus rien faire ». Je pense qu'il faut sortir de cette vision de la culture, c'est un truc un peu évanescent, c'est compliqué, on y arrive. Non, tu peux avoir une stratégie culturelle, tu peux gérer ta culture comme tu gérerais ton produit. Ce dont nous allons parler à présent, c'est de comment on fait évoluer la culture. On a parlé de comment on mettait la culture en action, maintenant, comment on va la faire évoluer. Parce qu'évidemment, ce qu'on nous dit, c'est la culture, c'est vrai qu'on peut la mettre sur les murs, par exemple. Donc, moi, une fois que j'ai fait ma culture, tac, 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 je l'ai gravée dans le marbre, ça y est, elle est là. Et maintenant, on ne va plus y toucher. Donc, une question qu'on avait eue, c'était une question de Marie-Capucine Lemété, que je salue, de Ring Capital. Comment on sait, comment on sent qu'il faut faire bouger la culture? C'est-à-dire, à quel moment est-ce qu'on se dit, peut-être que là, la culture est plus adaptée, il faudrait la revoir? Et puis, comment on fait, du coup? Alors moi, j'aime bien les étapes dont on parlait tout à l'heure. La première étape, c'est déjà de recruter. C'est-à-dire qu'on est 3-4 managers, on est 3-4 fondateurs, on est dans le même bureau, on partage la même culture. Voilà, on n'a pas besoin d'en parler pour vraiment partager les mêmes choses. Et puis, les premiers recrutements arrivent. Et on se rend compte très souvent dans les startups que c'est là les premiers échecs. Et puis plus tard, il y a les passages des 20 personnes. On va recruter des premiers managers. Et là, on va devoir avoir des ambassadeurs qui vont devoir porter la culture. Mais si vous ne l'avez pas défini, c'est compliqué. Et puis à 50 personnes, on commence à mettre en place un vrai coding, on commence à mettre en place des process, on commence à recruter pas mal de nouveaux collaborateurs. Et va se créer quasi inéluctablement une tension entre les anciens collaborateurs qui étaient là en disant ouais, c'était génial, et l'époque d'avant et aujourd'hui on a perdu un peu notre âme, etc. Et les nouveaux. Et puis il y a l'étape de 150, et puis il y a l'étape de 1000 personnes et l'étape de 10 000 personnes. Donc une entreprise se développe, selon nous, non pas de manière linéaire, mais par marche d'escalier. Et si à chacune des marches, vous ne travaillez pas vraiment et vous n'essayez pas à ce que la culture continue à évoluer et qu'elle soit très clairement exprimée, c'est là qu'il peut y avoir des vrais schismes et des vraies tensions entre collaborateurs. Tu as parlé des stades, il y a aussi un certain nombre d'éléments déclencheurs, en tout cas ceux avec quoi les gens viennent nous voir en général en disant là on aimerait bien retravailler sur notre culture parce que c'est le moment. Dans les premiers points, tu as souvent, il y a des clans, il y a des groupes, il y a les anciens et les nouveaux. On a grandi trop vite et on ne sait plus trop où on en est, on ne sait plus trop qui en est, etc. Tu as ça, tu as souvent ce qui va avec des problèmes de communication interne. En gros, c'est le bazar, on ne sait plus trouver l'info, on ne sait plus qui doit faire quoi, tu as des périmètres qui commencent à overlap, ce qui fait que ça crée des tensions, des conflits, larvaires. C'est un peu le bazar, donc on a besoin de revenir clarifier et reposer ce cadre-là. Et puis de manière beaucoup plus fréquente aussi, tu as tout simplement, on a fait une people survey, une enquête auprès de nos collaborateurs, on se rend compte qu'il n'y a juste plus d'adhésion. En fait, les gens se sentent désengagés, ça baisse tous les ans. Il y a plus cette espèce de souffle qui est on sait vers où aller, pourquoi on fait les choses et comment on les fait. D'ailleurs, c'est souvent aussi sur des problèmes de manque de vision que tu as ça. Dès que tu commences à te retrouver dans une espèce d'entreprise un peu gestionnaire, ça s'essouffle, on sait plus où on va, on sait plus avec qui on veut y aller. Et donc, c'est aussi tous ces éléments déclencheurs-là qui te font te dire les choses sont plus aussi agréables, plus aussi smooth, il n'y a plus autant de motivation. Peut-être c'est le bon moment de se remettre ensemble et de se dire bon, ok, pourquoi on fait les choses, où on veut aller, comment on les fait. Donc effectivement, ça, c'était une question qu'on avait de Marie-Capucine Lemété, que je salue, de Ring Capital, qui disait voilà, comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on sent quand on est dans l'entreprise qu'on doit la faire bouger, que la culture est plus adaptée? C'est quoi les signaux faibles qui vont nous faire dire là, la culture, elle est plus adaptée? Alors, il y a des signaux faibles extrêmement clairs qui sont déjà les départs. Donc, on a des sociétés qui passent 5-10% d'absentéisme à 20, 25, 30% de départ, de turnover. L'absentéisme, que je voulais dire, pareil, c'est lorsque vous voyez les taux d'absentéisme qui augmentent. Voilà des indicateurs extrêmement simples. Tu parlais des tensions tout à l'heure. Quand on commence à sentir des tensions au sein d'un codir, des tensions entre les collaborateurs, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des silos qui se sont créés? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas en adéquation avec la culture qui bloquent? Et lorsque au niveau du dirigeant, ça devient lourd à porter. Je pense à ton épisode que tu as fait, Vincent, avec Cheers, où à 20 personnes, il disait, mais à un moment donné, je reconnaissais plus à 40 personnes, pardon, il disait, je ne reconnaissais plus la boîte. Il avait recruté 20 personnes de manière extrêmement rapide, suite à une levée de fonds de mémoire, et il ne reconnaissait plus son entreprise. Il disait, à un moment donné, j'ai l'impression de voir des poulets sans tête qui couraient dans tous les sens. C'est une bonne métaphore. Et voilà. Et donc, lorsque dirigeant, vous dites, mais
vous avez du mal à aller tout simplement au boulot le lundi matin, vous avez plus ce plaisir, cette niaque que vous aviez, voilà, ça devient lourd à porter, bah, c'est peut-être le moment de se dire: «OK, il faut peut-être revoir la culture». Ça veut dire, là, par rapport à ce que tu disais, que justement, il y a un peu un risque à certains passages d'étape que l'âme, entre guillemets, se perde un peu. Le risque est particulièrement flagrant à chacune de ces étapes et c'est là souvent à 50 où les gens viennent nous voir, en fait les dirigeants viennent nous voir en disant: «Je ne sais pas passer. Est-ce que je suis d'ailleurs le bon dirigeant pour passer l'étape d'après?» Et souvent il y a une sorte de syndrome d'imposteur en disant: «Bah, j'ai réussi jusqu'à là, mais en fait tu as fait le plus dur. Enfin, tu as créé une boîte, tu as fait ton premier million de chiffre d'affaires, tu arrives à 50 personnes et tu te poses la question si tu vas encore continuer?» Mais bien sûr, et c'est cette culture qui va donner ce second souffle ou ce troisième souffle aux dirigeants. Donc vraiment cette capacité à chacune des étapes, incarner totalement sa culture, c'est ça qui va faire on peut évoluer de manière, on peut scaler de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus harmonieuse. Et je pense que ça, c'est un vrai sujet. Enfin, tu disais, on peut vite perdre son âme quand on grandit. D'ailleurs, tu disais, on grandit par marge d'escalier. Pour beaucoup d'entreprises ces dernières années, on a aussi grandi de manière exponentielle. Et clairement, enfin, ton cerveau n'est pas fait pour assumer une courbe exponentielle. Les gens se perdent. Enfin, tu sais plus où tu en es. À l'échelle d'une entreprise, c'est un bazar sans nom. Tu mets ça à côté du fait qu'on parle plus les grosses boîtes, enfin, plus les boîtes grandissent, plus on dit que les grosses boîtes sont des boîtes sans âme. Donc, c'est une question qu'on a eu énormément, hein, quand on a recontacté tous nos invités de l'année. Mm. On a Charles du Fourgon, Jean de Collective, Emery d'Aligna. Tout le monde nous a posé cette question de concrètement, ok, mais comment je scale ma culture? C'est ta première problématique quand tu es dirigeant. Tu veux scaler ton entreprise, tu veux passer à l'échelle. C'est-à-dire que tu as toutes les prises de décision, les risques, les situations où tu peux te tromper, tous les points de contact sont démultipliés encore une fois de manière exponentielle. Ta culture devient de plus en plus importante. Donc, comment on fait pour scaler sa culture? Mais la première étape, ce serait déjà de se dire, en fait, si on veut... La culture, ça doit être de toute façon quelque chose de souple, quelque chose de, justement, d'élastique. Donc, on va parfois la stretcher, ensuite on va peut-être revenir. Enfin, il faut que ce soit quelque chose d'évolutif. Ce qui est certain, c'est qu'il faut déjà avoir une base, tout simplement. C'est-à-dire, avant de la scaler, il faut déjà avoir vraiment planté une graine et qu'elle ait bien commencé à pousser. Ensuite, on va pouvoir l'arroser avec différentes choses. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir faire ce travail de manière... Enfin, pour nous, en tout cas, notre conviction, c'est qu'il faut que ce soit collaboratif. C'est-à-dire, Mm. pour faire scaler la culture, il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui s'emparent du sujet et qui soient concernées et qui s'expriment sur le sujet. Et là, du coup, ça va devenir quelque chose qui va être vécu un peu partout. Évidemment, le fait de définir cette fameuse charte, ce culture book, des comportements, de travailler à fond avec les managers, ça va vraiment changer beaucoup de choses. D'avoir cette exemplarité et d'avoir voilà, toutes ces actions que tu citais tout à l'heure. Donc vraiment de pouvoir très régulièrement rappeler les valeurs, raconter des histoires sur les valeurs, avoir des ambassadeurs des valeurs qui vont en parler localement, avoir une personne même qui est en charge et qui est un peu le sponsor de la culture au sein de la boîte. Ça va permettre de grossir. Et en fait, c'est pas tant que comment on fait scaler sa culture, c'est comment la culture va vous permettre de scaler. Mm. Ouais, c'est vraiment, comme tu le dis, ce travail sur le culture book. Donc avoir pris le temps de mettre des mots, que ces mots soient cohérents, soient beaux. Souvent les cultures sont plus belles qu'il n'y paraît. Et donc il y a un travail de sous-estimation quelque part, enfin, une sous-estimation de la culture. Donc allez, on va l'enflammer. Et c'est un peu le rôle de l'harmoniste d'essayer d'encourager les entreprises à assumer pleinement la beauté de leur culture. Après, comme tu viens de le dire, c'est une gouvernance de la culture, c'est-à-dire une culture team. Alors on l'appelle les ambassadeurs, on l'appelle comme on veut, mais que cette dynamique collaborative, collective des collaborateurs relayée par le Chief Cultural Officer, donc quelqu'un au niveau du CODIR qui va être le responsable finalement de ce chantier. Et puis tout un ensemble de choses qui vont s'assurer que la culture, elle va scaler. Et c'est tout à fait possible de passer les étapes dont on parlait tout à l'heure. Vous prenez des entreprises comme Decathlon, comme Patagonia, et il y en a plein d'autres, mais des entreprises américaines, des entreprises françaises, qui arrivent à très très bien passer à des dizaines de milliers de personnes. Donc la culture, c'est pas uniquement les startups. Vous pouvez très bien, vous prenez Alan qui a une très très belle culture dans l'assurance, mais vous prenez la Maïf qui est beaucoup beaucoup plus gros, qui a aussi créé et enflammé une culture qu'elle avait et que son dirigeant, parce que le Burger a vraiment pu formaliser, faire incarner par tout le monde. Donc à tout moment de votre entreprise, vous pouvez donner une grande impulsion à votre culture et c'est ça qui va vous permettre de passer les étapes de manière fluide et harmonieuse. Oui, d'autant plus que ça va aussi donner une forme de... Parfois, la culture, c'est aussi un peu la bouée dans une mer chaotique de bouleversements, de changements. C'est-à-dire qu'il y a au moins quelques éléments sur lesquels vraiment on se raccroche. Souvent, ça va être des éléments de raison d'être, des éléments de vision aussi.
Moi, j'aimais bien celle de Wicker, donc Guillaume Richard, qui dès le début a posé la vision de dire on veut devenir l'entreprise qui au monde porte le plus d'attention à ses salariés et à ses clients, et dans cet ordre-là. Donc ça, c'est très fort parce que du coup, ça donne un axe structurant qui fait que, OK, on sait qu'on va pouvoir se déployer en gardant certaines lignes directrices. Et surtout, là où c'est vraiment important quand on scale, c'est que la culture, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un filtre. Et donc, ça permet de faire des choix. Et en fait, ce qui est très important quand on scale, c'est de ne pas partir dans tous les sens, Exactement. de rester cohérent aussi dans ses décisions, dans sa stratégie. Et la culture, ça va vraiment servir de boussole, de dire, OK, est-ce qu'on va par là? Bah, c'est cool, ça nous plaît, c'est sympa, il y a sûrement plein d'argent à se faire, mais c'est pas nous, donc on n'y va pas. Oui, c'est exactement ça. C'est faire des choix à l'échelle et être confiant qu'on ferait les mêmes choix. En tout cas, te dérisquer encore une fois au maximum sur le fait de partir dans tous les sens. Et je vais dire un truc qui va te faire, Vincent, c'est Ah le bah, côté. c'est plaisir ça. Voilà, Fais-moi plaisir, vas-y. c'est renoncer. En fait, la culture, c'est aussi c'est savoir ce qu'on fait, savoir prendre des décisions, mais c'est aussi savoir dire no go à des choses qui sont pas résonantes, à des opportunités qui paraissent magiques parce qu'elles représentent beaucoup de chiffres d'affaires, haute rentabilité, Mhm. mais qui sont pas dans la raison d'être, qui sont pas dans votre sens, qui sont pas compatibles. Prendre un client qui n'est pas compatible avec votre culture, vous créez, vous mettez le verre dans le fruit, vous allez démotiver vos collaborateurs. Et quand vous en prenez un deuxième comme ça, c'est là que les démissions arrivent. Donc la culture, c'est aussi un merveilleux guide et savoir renoncer, dire non. Complètement. Et juste pour démystifier un truc sur ce sujet-là, une boîte qui scale, en général, les dirigeants qui ont des boîtes qui scale savent ce que c'est de scaler. C'est-à-dire, savent scaler des opérations, savent gérer des process, avoir une vision produit, ce genre de choses. On sait très bien le faire quand c'est un sujet de business. Il y a énormément de choses qui sont écrites là-dessus. C'est des process, on a une stratégie, on a une intentionnalité, et on pose des choses de manière concrète, on les processe encore une fois, et on y va. La culture, c'est exactement pareil. Je pense qu'il faut sortir de cette vision de la culture, c'est un truc un peu évanescent, c'est compliqué, on y arrive. Non, tu peux avoir une stratégie culturelle, tu peux gérer ta culture comme tu gérerais ton produit. C'est les mêmes investissements, les mêmes process, et les mêmes choses à gérer. Il faut des gens, il faut des indicateurs, et il faut savoir ce que tu veux faire. C'est pas juste un truc qui est un peu là et qu'on subit un peu malgré nous, c'est très compliqué. C'est pas si compliqué que ça, en réalité. Ça se cartographie, il y a une stratégie culturelle, ça se mesure. Je bois tes paroles, Vincent, c'est exactement ça. C'est vraiment cette capacité à dire on a une stratégie culturelle et la culture est un levier au même titre que la finance, que la stratégie, que le marketing. Et c'est notre rôle, nous, en tant qu'Harmonis, notre why, quelque part, de ressusciter, de remettre au goût du jour cette notion. C'est un élément clé du développement des entreprises et de l'harmonie dans les entreprises. Et donc, effectivement, la culture est un levier qu'on devrait apprendre dans toutes les bonne école de commerce. Donc voilà, donc si vous êtes à la tête d'une école de commerce, n'hésitez pas à penser à nous. Un On bon se fera- entendeur, salut. Voilà, on se fera un L'annonce est plaisir passée. d'enseigner quelques rouages de la culture. Alors, j'ai senti quand même qu'il y avait un petit sujet, tu as parlé 2 fois là de finance, finance, culture. La finance culture, ouais, c'est un vrai sujet. Est-ce que la finance est en contradiction avec la culture ou pas? C'est un vrai sujet, des vraies tensions. Nous, on est des militants de finance plus culture. C'est parce qu'on aura une belle culture parce que la culture, quelque part, c'est de l'exigence, c'est des comportements, c'est une raison d'être, ça donne de l'énergie. Et donc, c'est ça qui va générer la motivation, la responsabilisation, l'autonomie. Et donc, ça doit donner des entreprises performantes. Donc, en fait, culture et finance devraient marcher de pair, devraient être deux jambes. Et quelquefois, il y a des lents de tension parce qu'une surfinanciarisation, parce que voilà, on en connaît tous. Donc un excès de finance peut nuire. Attends, on est des militants, mais on n'est pas que des militants parce que c'est joli et gentil. Hein. Tu vas nous faire passer pour les bisounours encore, on n'avait déjà pas besoin de ça. Juste pour remettre un peu les choses dans le contexte, Patrick, tu es quelqu'un qui a monté une banque d'affaires, tu as fait énormément de fusions-acquisitions, des rapprochements d'entreprises, d'intégration, tout ça. C'est de là que te vient aussi le fait de dire la culture, la résonance, la compatibilité, c'est ce qui fait qu'une opération financière va fonctionner. Oui, mais là, on est des révolutionnaires. Il faut être attention. Vous allez entendre quelque chose de vraiment nouveau. Oui, quand on fait. Il est Non, modeste, ça marche bien. Non, mais quand on fait de la finance, C'est bon. quand on fait des opérations financières, effectivement, vous allez chercher, vous raisonnez en conflit, en pression, en rapport de force. Vous êtes là pour lever des fonds, donc vous cachez les mauvaises nouvelles au milieu des bonnes. Lorsque vous êtes investisseur, vous vous présentez, etc., sous le meilleur jour. Deux entreprises veulent fusionner. Il y a effectivement plein de négociations, de juridiques extrêmement complexes, et tout ça va noyer le véritable sujet, qui est la compatibilité des hommes, en fait, puisque deux entreprises qui fusionnent, un actionnaire qui arrive dans le capital, c'est des rapports humains. Et si la confiance n'est pas là, et culture égale confiance, c'est culture en adéquation égale confiance. Culture qui n'est pas la même égale des quiproquos, mais assurés, des incompréhensions. Et notamment en cas de tension, c'est là que ça pète.
Et donc tout ce travail effectivement, ce que j'ai expérimenté, moi c'est une façon radicalement différente de faire du M&A, c'est-à-dire des opérations financières, c'est de dire, ok, c'est quoi le sens de notre projet? C'est quoi les valeurs? Pourquoi on fait ça? Et c'est quoi? Est-ce qu'on est compatible ensemble? Et c'est de faire des opérations financières, mais non seulement de présenter sa stratégie, son marché, ses finances, mais aussi de présenter sa culture et d'aller comprendre la culture de l'autre. Et de travailler, une fois qu'on a atteint des niveaux de valorisation satisfaisants, une fois qu'on a des synergies qui vont apparaître, etc., qui sont claires, de faire la sélection du prétendant, de choisir l'heureux élu, non pas uniquement en fonction de critères financiers, mais en fonction de critères de beauté culturelle. Et là, à ce moment-là, la confiance naît et vous avez des opérations qui vont beaucoup, beaucoup plus vite, qui sont basées sur la confiance. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre des centaines ou des milliers de pages de contrats juridiques, des garanties de passifs, en voiture, voilà. Et si vous n'avez pas cette compatibilité, aussi, au dernier moment, vous rajoutez une petite clause assassine juridique, vous cassez la confiance. Et ce travail, notamment, c'est l'exemple de Shapka qu'on a accompagné, puisque c'était là encore notre client numéro 1. Donc, et c'est une société qu'on a accompagnée pendant 5 ou 6 ans avec Hélène, et qui a abouti même à une cession d'entreprise. Et tout le travail que je viens d'énoncer a été fait. Et finalement, Shapka a été racheté par le premier courtier mondial en assurance, qui est Aon, après un vrai travail sur la compatibilité entre Shapka et Aon. Et Aon a fait la même année 3 autres acquisitions. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ces 4 acquisitions? Il y en a une, Shapka, dans laquelle la quasi-totalité des collaborateurs est restée et ils sont encore là et continuent à travailler. L'entreprise se développe au sein de Aon de manière merveilleuse. Et les 3 autres, la totalité des collaborateurs sont partis parce qu'il n'y a pas eu ce travail. Voilà, donc faire de la finance harmonieuse, quelque part, c'est vraiment une façon radicalement différente. On en est loin encore, donc c'est un appel. Nous avons quelques partenaires. Je salue ici Elodie de Seven Stones, qui est une de nos clientes et partenaire, et qui fait du M&A for good, enfin du M&A vraiment harmonieux, qui a du sens. Donc il est vraiment possible de faire de la finance autrement, et ce serait même tellement plus logique et naturel. Oui, en fait, ça voudrait dire qu'on recherche plutôt... Enfin, en fait, c'est comme si, je sais pas, si on sélectionnait le partenaire de notre vie que sur des critères objectifs. Alors, combien tu gagnes par mois, etc., etc. T'as fait quelle école? Non, mais en fait, c'est ça. C'est de se dire, à la fin, il y a quand même une alchimie qui doit se faire. Et cette alchimie, bah oui, ça peut être avec quelqu'un où on n'aurait jamais pensé que socialement, en guillemets, on serait compatible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, nous, ce qu'on voit, c'est que ça va mieux marcher de racheter une boîte qui sera peut-être très loin de votre cœur d'activité, où au départ, vous disiez, ouh, les synergies, c'est vraiment pas évident. Mais par contre, il y a une vraie raison d'être et des valeurs communes. Et là, il pourrait y avoir des choses merveilleuses versus quelqu'un où sur le papier, vous dites, bah oui, on a tout pour que ça se passe bien. Mais en fait, si culturellement, il y a des tensions, il n'y aura pas de valeur ajoutée. En fait, au contraire, vous risquez de détruire de la valeur. Plus il y a une culture qui est compatible, plus vous pouvez y aller en confiance, donc plus vous êtes prêt à valoriser l'entreprise, parce que vous savez que les synergies vont arriver. Donc il y a tout un ensemble de phénomènes vertueux qui peuvent avoir lieu. Et si vous ne le faites pas comme dans 95% des cas, vous allez arriver au scénario normal où vous avez 2/3 des acquisitions qui ne créent pas de valeur, vous avez énormément de tensions humaines, du gâchis quelque part, et c'est vraiment dommage. Donc travailler sa culture, et donc nous on propose des audits de culture, des diagnostics en amont, ou travailler sur la culture même pendant l'opération et surtout au moment de l'intégration, c'est vraiment clé. Donc voilà, pour l'instant ça n'existe pas, c'est extrêmement rare. Il y a quelques entreprises industrielles qui le font spontanément. On parlait de Content Square tout à l'heure. Ils ont fait 4 acquisitions, dans les 4 cas ils ont fait un audit de culture. Voilà, donc il est vraiment possible là encore de manager la culture de manière proactive et de faire des audits de culture, d'utiliser cette culture comme levier de négociation pour vous différencier, pour créer la confiance, pour voir où vont être les tensions, et ensuite, dans l'intégration, pour créer des synergies le plus rapidement possible. Et peut-être juste un dernier point là-dessus, parce qu'on a beaucoup parlé sous l'angle acquisition. Je suis un dirigeant, je vais vouloir acheter, intégrer une société de toute taille comparable, soit plus petite, dans mon entreprise. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent que c'est pas un sujet pour eux parce que eux, de toute façon, ils veulent vendre leur boîte à terme. Et déjà, on recommande quand même, quand tu entreprends, de réfléchir assez tôt à pourquoi tu entreprends. Encore une fois, il y a une optique patrimoniale pour l'entrepreneur. C'est quoi ta stratégie d'exit? Est-ce que tu veux rester? Est-ce que tu veux mettre un DG? Est-ce que tu veux vendre ta boîte à un moment donné? Et on voit, et on a vu beaucoup d'entrepreneurs se dire, c'est pas grave, je me ferai racheter et je vais rester 3 ans pour vester mes parts. Et de toute façon, ça va aller. Enfin, je m'en fous un peu qui me rachète. Un truc à pas sous-estimer, c'est que 3 ans, c'est un putain d'enfer. Ça se passe mal. C'est très, très, très long. Et il y a ce côté déjà, ça va être quoi ta vie une fois que tu te seras fait racheter par t'auras un boss. T'as jamais eu de boss, t'es entrepreneur. Hein. T'auras eu un boss qui va te dire quoi faire. Tu supportes pas comment il est, ta vie va être horrible. Tu peux pas partir parce que sinon tu perds tout. Et l'autre point, c'est de se dire, mais
il y a aussi la notion de l'héritage. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, même chez des clients, à nous, se dire, je veux travailler là-dessus pour préserver mon héritage après que je sois parti. Donc, le plus tôt tu fais ce travail, de se dire, voilà notre société, voilà nos valeurs, voilà notre vision, voilà notre raison d'être, et voilà ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Et en gros, tant pis pour le chèque, même si ça peut paraître utopique, mais tant pis pour le chèque, je n'irai pas bosser pendant 3 ans pour une boîte qui ne va pas cocher ces cases-là. En tout cas, au moins de connaître ces cases-là. De ne pas le faire, c'est vraiment se préparer à se mettre très très mal, alors que l'initiation, c'est censé être entre guillemets, l'aboutissement, exactement. Ouais. Mais même encore plus de ça, je dirais complètement dans ton sens, c'est-à-dire que généralement, il y a une clause de earn-out, c'est-à-dire que vous vendez par exemple 70% du capital, et puis il y a 30% qui vont être réglés dans 3 ans, et en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité. Grosso modo, c'est ce qui se passe dans 70 à 80% des cas. Si les cultures sont compatibles, tout de suite, vous allez pouvoir vous mettre en synergie, vous allez avoir vous êtes en confiance, donc voilà, et ça va aller très très vite. Et nous, on a vu pas mal de nos clients qui ont fait beaucoup plus d'argent avec les 30% voilà, qu'ils ont cédé 3 ans après qu'avec les 70% qu'ils avaient cédé dans un premier temps. Voilà, donc c'est vraiment une stratégie à l'inverse, exactement ce que tu viens de dire. S'il y a des tensions qui apparaissent, s'il y a des incompréhensions, s'il y a des sabotages, et ben, les 30% ne vaudront pas grand-chose parce que vous n'allez pas délivrer et vous allez vivre effectivement un enfer. Donc c'est aussi une stratégie financière intelligente de faire comme ça, oui, absolument. Et peut-être là aussi, pour parler de se protéger, entre guillemets, ce qui est unique en France, c'est quand même ce statut de société à mission, enfin qui est pas un statut, une qualité, mais qui permet justement de graver dans le marbre certains éléments incontournables de l'entreprise. Et en vrai, rien ne vous empêche dans vos statuts, en plus de votre raison d'être, de mettre aussi les valeurs que vous avez envie d'incarner, de mettre vos objectifs de mission, ça c'est dans la loi, mais voilà, de mettre un maximum d'éléments. Là, pour le coup, on parlait tout à l'heure de graver dans le marbre, qui soit quelque chose que n'importe qui, s'il va acheter votre boîte, est obligé de se tenir à ça. Voilà, ce que nous propose Hélène, là, c'est à côté du statut d'entreprise à mission, c'est de créer le statut d'entreprise à valeur, voilà, ou d'entreprise à mission à culture. Et à valeur, ou d'entreprise à culture, ce qui est encore ce qui est le plus simple. Ce que je voudrais aussi rajouter, c'est les levées de fonds. On a énormément de questions sur comment choisir mon investisseur, pour ceux qui ont le choix des investisseurs, parce que on n'a pas toujours le choix. Oui. Mais plus vous allez, et surtout en ce moment, voilà, mais plus vous allez assumer votre culture dans votre présentation de votre entreprise, dans le pitch, plus vous allez attirer des investisseurs qui sont potentiellement non seulement résonnants, mais énergisés par votre projet, et donc plus vous avez de chances que l'opération se fasse. A contrario, et pour ça je salue au micro de ce podcast Damien Néré, là encore, de Let's Sanit, dont on a parlé tout à l'heure, qui dit très clairement qu'il a veillé à cette compatibilité culturelle au niveau de ses actionnaires, notamment lorsqu'il a fait une levée de fonds au niveau de Let's Sanit. Et ça a été extrêmement bénéfique le jour où il y a des tensions. Parce que c'est le jour où il y a des tensions que vous voyez véritablement le véritable visage de votre partenaire, de votre actionnaire. Et donc, si vous avez une compatibilité culturelle, vous allez avoir confiance, vous allez vous entraider, vous allez être en transparence. Là où ça devient très très dur, c'est dès qu'on ne se comprend pas, il n'y a pas la transparence, il y a des quiproquos, etc. Donc, si vous avez le choix, le loisir, la chance d'avoir le choix dans vos investisseurs, à un moment donné, arrêtez de regarder les valorisations et les clauses juridiques, regardez la compatibilité culturelle. Carrément. Et justement, parce que là, tu parles de levée de fonds, mais là, récemment, dans l'actualité, en tout cas dans l'écosystème startup et tech, etc., on a plus parlé de layoff et de licenciement que de levée de fonds. On le sait, ça fait quelques mois maintenant que l'argent magique a disparu, on va dire, voilà, pour reprendre les discours les plus critiques de cette période-là. On a aussi vécu des choses dans ces moments où on licencie qui sont... C'est le moment où tu as l'impression que tout ce que tu as raconté sur la culture avant, c'est concrètement du bullshit, quoi. Tu prends des boîtes, Better.com qui a fait un peu scandale, qui est une boîte américaine qui fait du crédit immobilier, dont le CEO est connu pour une seule chose en France, c'est une licorne. Hein. Il a viré 900 personnes par Zoom call, d'un coup, en mode if you're unlucky enough to be on that Zoom call, it means that you're out. Goodbye. Bon, aux États-Unis, le cadre réglementaire est un peu plus souple qu'en France. Ouais. Mais d'autres boîtes, Bird, qu'on connaît un peu plus en France, qui faisait trottinette à une époque, qui, pareil, a géré 400 personnes et quelques. Il m'a mis à Singapour un exemple on a fait un fake exercice incendie. Tu sors, quand tu reviens, si ton badge ne marche pas, c'est que t'es viré. Et tu ne reprends même pas tes affaires, rien, tu pars. On dirait qu'on est dans une série, c'est génial. Exactement. Non, mais vraiment, des fois, tu peux parler de Succession, mais en vrai, des fois, la réalité est tout aussi bien que Succession. Donc, la question, c'est de se dire, tu vois, dans cette période, c'est un peu tendu, ça tangue. Il y a des gens qui ont envie de se séparer, qui n'ont pas envie de dire, qui doivent se séparer de pas mal de monde dans leur entreprise.
aucun entrepreneur n'a créé sa boîte pour virer des gens, a priori. Bon, c'est qu'ils sont un Ouais. petit peu sadiques, mais ça marche pas très bien pour se développer. Mais comment tu fais, du coup, pour gérer cette période très compliquée, déjà, je pense, personnellement, et pour Mm. évidemment tes salariés, et pour toi en tant que dirigeant qui doit te séparer de tes équipes, alors que tu as passé des années à dire l'équipe, c'est ce qui est le plus important. Comment on fait pour gérer cette période très compliquée et idéalement en le faisant en droit dans nos bottes et en accord avec notre culture d'entreprise? Bah oui, c'est là où effectivement il faut absolument avoir défini et avoir une culture très forte à ce moment-là, parce que globalement, on pourrait dire c'est la métaphore du système immunitaire. En fait, la culture, c'est comme les globules blancs dans votre corps. Quand il y a une crise, donc quand il y a une agression externe, bah, comment votre corps réagit? Bah, si vous avez un système immunitaire qui est faible, bah, en fait, le corps, il est par terre, très vite. Et ça peut même aller très loin. Donc, évidemment, c'est un travail qui peut être fait en amont, mais c'est sûr qu'une crise, ça va être un stress test. Et ça va révéler énormément de choses. On l'a vu pendant le Covid, c'est-à-dire d'une entreprise à l'autre, il y a eu des réactions totalement différentes. Il y a eu effectivement des entreprises qui ont fait preuve d'une forme, on pourrait presque dire, de lâcheté, de mesquinerie, de bassesse, qui n'ont pas du tout été à la hauteur du challenge et de la crise qui était face à eux. Et d'autres, au contraire, qui ont pris le taureau par les cornes, qui se sont dit, bah, nous, on va... je pense par exemple à l'autodistribution. Tout le monde avait effectivement par prudence tout fermé. Eux, ils ont dit, bah, nous, on va rester ouverts. On va rester ouverts parce qu'on sait qu'il y aura des gens qui ont besoin de travailler, ils auront besoin de leur voiture, ils auront besoin d'avoir des pièces de rechange. On ne peut pas se permettre d'être fermé. Donc, on prend cette décision à contre-courant de tout le monde, mais on l'assume parce que une de nos valeurs, c'est l'engagement et on va aller au bout. Donc, c'est souvent, effectivement, dans une situation de crise que les choses vont se révéler. L'ultime, c'est effectivement quand on doit virer des gens parce que la culture, c'est éminemment humain. Moi, là, j'aime bien l'exemple de Agorapulse. Agorapulse, eux, ils ont dit dès le départ, et c'est dans leur culture, vous serez jamais surpris si vous êtes viré. C'est-à-dire, en gros, c'est de dire un processus, et ça, c'est souvent un processus qu'on oublie de travailler, c'est l'outboarding ou l'offboarding. Comment est-ce qu'on fait partir les gens? Et ça, c'est pareil, en fait, ça fait partie des process culturels et ça se travaille. Déjà, évidemment, c'est comment est-ce qu'il y a un suivi et un feedback suffisamment régulier pour qu'on sache où est-ce qu'on en est. Et c'est pour ça, la notion de il n'y a pas de surprise, bah, en fait, c'est déjà, tu sais très bien où tu en es. Donc, tu sais quand tu n'es pas au niveau, tu as des plans d'action, tu as des choses qui sont mises en place, et à la fin, bah, voilà, si tu dois partir, tu as bien compris pourquoi. Et de la même manière, si on a la stratégie, la vision et un niveau de transparence, et ça pendant le Covid, il y avait des boîtes, il y avait vraiment deux univers. Il y a des boîtes, ils communiquaient tout, ils disaient voilà. Et justement, chez Agorapulse, pendant le Covid, ils ont dit bah voilà combien il nous reste de cash. Voilà Parce que combien il nous c'est reste pas de cash. que des gens qui sont pas à la hauteur qui partent dans Oui, ces, voilà. dans ces Dans plans. ces cas-là, c'était vraiment, bah, voilà ce qu'il nous reste de cash. Donc, en fait, on va devoir faire des choix. Donc, on n'a pas le choix. Il y a certaines personnes à qui on va demander de partir. On va faire en sorte de, autant que possible, vous permettre de revenir si ensuite ça va mieux, etc. Mais voilà, on n'a pas le choix. Donc, c'est vraiment un exercice d'authenticité et de transparence. C'est-à-dire, on veut que justement le projet de la boîte, et c'est là où il faut avoir un fort sentiment d'appartenance, continue. Et on sera obligé de le faire en se séparant d'un certain nombre d'entre vous. Et pour aller justement jusqu'au bout de la démarche de transparence, chez Agorapulse, c'est les personnes qui vont partir, elles vont écrire sur un chat public pourquoi elles partent, le feedback qu'elles donnent à la boîte, etc. Donc, ça donne un niveau d'exigence sur le processus de justement faire partir la personne qui fait que bah, oui, forcément, il faut que ça se passe bien parce qu'elle va écrire publiquement comment ça s'est passé. Oui, puis ils peuvent le faire même dans ta marque employeur, en passant. Hein. S'ils partent Oui. et qu'ils ont envie de te tracher partout, Il y a assez de sites maintenant pour faire ça. Pardon, Patrick. Ouais, non, l'offboarding, je suis complètement d'accord. C'est cette capacité d'expliquer assez tôt, dès le départ, comment se passe l'offboarding. En fait, ça fait partie des points de contact. Voilà comment on vit l'entreprise, mesurer la performance et savoir comment on mesure, c'est quoi les KPI qui mesurent la performance, avoir ces feedbacks réguliers qui peuvent faire le point sur où est-ce que j'en suis en termes de performance, en termes d'intégration, en termes de respect de la culture, d'adéquation par rapport à la culture. Ça permet de le faire. Quand vous avez un plan de licenciement massif, comme il s'est passé là, et je pense qu'on commence à en sortir là, un petit peu, mais j'espère en tout cas en croisant des doigts. On touche du bois. Et ben, là, il se passe quelque chose, c'est-à-dire que tout licenciement, ça sera une sorte de rupture du contrat moral, ça sera vécu comme une trahison. Ce qui est important, c'est que ça soit vécu, et c'est explicité, comme on vient de le dire, au titre individuel, de manière la plus claire possible, mais qu'au niveau du collectif, il y ait cette transparence, qu'on comprenne que le collectif se dise pas il y a une trahison, c'est inéquitable. Et on revient à des discussions qu'on avait tout à l'heure sur l'iniquité majeure, c'est-à-dire ce qui paraît vraiment unfair, ce qui paraît pas compatible par rapport à notre culture. Si les choses se font en transparence, en explication, en disant voilà pourquoi on est obligé de le faire, parce que contrainte de finances, parce que non-respect de la culture, parce que changement de stratégie qui implique un changement, mais je vous l'explique tous.
Les gens vont souffrir, les gens vont pas être voilà, mais il y aura une dynamique culturelle. Et derrière, la culture va être aussi l'élément qui va vous faire sortir. C'est-à-dire qu'à ces moments-là, lorsqu'on vient de licencier un tiers de nos effectifs, c'est quoi le projet? C'est quoi l'ambition? C'est à ce moment précis, une fois que vous êtes dans la courbe du deuil, que vous commencez à remonter la pente, que vous avez laissé le deuil s'exprimer. Il ne faut pas non plus aller trop vite. D'ailleurs, il y a toute une méthodologie à ce propos. Et de redonner une dynamique très très forte en disant voilà notre projet, retravaillons tous ensemble, comme tu le disais tout à l'heure, Hélène, de manière collaborative. Alors maintenant, c'est quoi le niveau d'ambition qu'on se fixe? C'est quoi la stratégie dans ce nouveau écosystème? Rien de pire que de virer des gens et de ne plus savoir où on va. Ouais, comment on fait pour ceux qui restent, entre guillemets. Exactement. Qui, C'est ça. ouais, complètement. Ok. Alors, passer sur un autre sujet, parce que je vois le temps qui nous passe et qu'il faut qu'on arrive à la fin. Yes, ça roule. Ouais. On va arriver sur probablement notre dernier sujet, sujet qui nous est beaucoup remonté, sujet de l'intergénérationnel. Une petite idée reçue. Patrick, je pense que tu es le mieux placé à cette table pour la lancer, pour une raison que je ne citerai pas, mais on est en vidéo, donc tout le monde peut se faire sa petite idée. Non, mais c'est vrai qu'il y a toute une réaction en disant on a marre de voir ces jeunes. Il y a une incompréhension, il y a une vraie perception très différente. Donc je représente, vous l'avez compris, les personnes un tout petit peu plus avec un tout petit peu plus de cheveux blancs. Et, voilà, mais il en reste quand même quelques-uns noirs. Et effectivement, une incompréhension de voir ces jeunes ne comprennent pas pourquoi des jeunes sont capables de démissionner du jour au lendemain, sont capables de même pas venir à la fin de la période d'essai, etc. Donc, et puis en disant, mais ces jeunes, est-ce qu'ils ont vraiment envie de bosser? Est-ce qu'ils ont vraiment envie est-ce qu'ils ont la volonté? Est-ce que le travail... voilà. Et donc, je crois qu'il y a une incompréhension culturelle. Alors, je vous laisse le soin de l'expliquer. Alors du coup, oui, ça pose la question effectivement de est-ce que la culture évolue? Et ça, c'est vrai que c'était une question aussi que posait Marie Vaillant de Yemanja. C'est est-ce qu'il y a un effet générationnel dans la perception ou l'attente vis-à-vis de la culture d'entreprise? C'est-à-dire, est-ce que les gens ont encore envie de s'engager complètement dans un sentiment d'appartenance envers une culture, d'être fidèle, loyal? Moi, d'abord, je voudrais quand même vous citer donc cette phrase. Les jeunes d'aujourd'hui méprisent l'autorité, bavardent au lieu de travailler, ils aiment le confort, l'argent, la paresse. À votre avis, c'est de qui? Pas n'importe quel CEO de boîte de conseil de plus de 45 ans. Alors non, c'est tout simplement Socrate. C'est juste pour dire que ça fait quand même globalement 2000 ans qu'on a une incompréhension intergénérationnelle. Donc à un moment, il faut mettre aussi un peu les choses en perspective. C'est vrai qu'on est dans un monde où on suranalyse et on surmédiatise beaucoup de choses, mais il y a quand même des phénomènes juste naturels que, je sais pas, moi j'ai l'impression que passé 40 ans, on va forcément se dire que les jeunes, de toute façon, tout se perd, c'est plus comme avant, etc. Et bien évidemment, on n'a pas la caméra embarquée pour voir comment on était, nous, à leur âge. Donc, il y a peut-être aussi d'abord ce phénomène générationnel qu'il faut prendre en compte, qui est juste naturel. Et après, effectivement, il s'exprime de manière différente il y a 2000 ans versus aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des jeunes super engagés dans des boîtes qui ont des cultures fortes. Et que vraiment, dans ces boîtes-là, on n'a jamais entendu le côté « non, mais de toute façon, les jeunes, ils ne veulent plus rien faire ». Enfin, tu parlais des symptômes tout à l'heure, des signaux faibles sur lesquels s'appuyer sur une culture qui veut évoluer. Le fait que les jeunes soient désengagés, c'est probablement d'abord et avant tout un symptôme. Tout à fait. Moi, je vois plein de jeunes qui, effectivement, sont totalement hyper motivés. Et ces dynamiques d'entreprise à mission, il faut aussi que les entreprises prennent conscience qu'ils ont besoin de sens, ils ont besoin d'authenticité, ils ont besoin de cohérence. Donc, il y a cette culture et cette véritable incarnation de la culture qui fait que ça crée un environnement. Voilà, que les entreprises aussi, on leur demande de plus en plus d'avoir un rôle sociétal. Donc, et les jeunes, ils sont sensibles. Mais on intervient aussi beaucoup dans des entreprises où il y a des tensions, effectivement. On intervient dans des cabinets d'avocats, je ne citerai pas de nom. Où vous avez les 4 anciens associés qui voient les 3 nouveaux. Nouveau, ça veut dire 40 ans. Ancien, ça veut dire 50, 55 ans. Et il y a un énorme écart de la façon dont on veut vivre le cabinet, la façon don on veut travailler. Est-ce qu'on est d'accord pour partir tous les soirs à 22h ou est-ce qu'on dit que finalement à 6h, ce serait pas mal? Est-ce qu'on est tous d'accord pour travailler tous les samedis ou pas? Eh bien non, donc à un moment donné, posons-nous entre générations et nous, on fait ce travail d'accompagnement, de poser qu'est-ce qu'on veut faire et finalement, on se rend compte en se comprenant, en réécrivant le projet commun,
Finalement, tout le monde avait gagné à avoir plus de sens, avoir un meilleur équilibre de vie. Et finalement, c'est pas s'acharner au boulot qui est forcément la solution. Et peut-être pour faire le jeune de la table par opposition, parce que c'est un passant, ça marche bien de travailler. Non, mais t'as passé 30 ans là, t'es Ouais, plus tout ça crédible. ça fait 3 mois. Non, mais ça, effectivement, pour répondre là-dessus, il y a aussi un autre truc, c'est t'es obligé de faire le pari de l'authenticité aujourd'hui. Si tu mens, ça va se savoir. On n'a jamais eu autant d'informations, on n'a jamais eu autant de moyens de comparer les entreprises dans lesquelles on peut aller travailler qu'aujourd'hui. À l'époque, tu allais dans une boîte juste parce qu'elle avait un gros brand name et qu'elle faisait une belle communication. Aujourd'hui, j'ai n'importe quel jeune un petit peu débrouillard, il va aller sur LinkedIn, il va trouver 3 personnes qui ont son âge, il va leur envoyer un message. Ok, dis-moi comment c'est vraiment. Et si vous êtes en train de mitonner, ça va se savoir tout de suite. Ça se verra pendant l'entretien. Et soyez en passant, si on se rend compte au bout d'1 mois ou 2 que la promesse qu'on nous a faite n'est pas vraie, les jeunes n'auront. Je ne déteste pas en dire les jeunes, mais plus personne aujourd'hui aura. Non, mais en vrai, même des gens qui ont. C'est pas une question d'âge. Aujourd'hui, c'est très facile de partir. Et on est de plus en plus sur un sentiment de parité aussi. On sait que la période d'essai, aujourd'hui, ça marche dans les deux sens. C'est pas juste un examen où on va te dire à la fin si t'es assez bon pour rester ou pas. Et pareil pour l'entretien. On vient aussi chercher pour nous, est-ce que c'est bon pour nous ou pas? Et si c'est pas le cas, on va partir. Et si on nous a menti, on va partir. Donc ça, en vrai, il y a ça. Et le deuxième point, c'est de se dire, c'est pas parce que des choses ont marché sur une certaine époque ou qu'elles marchent aujourd'hui, en tout cas, elles ne marcheront pas forcément demain non plus. On peut pas plier le monde et les gens comme on veut. Ça ne marche pas, a priori. Donc, bien sûr qu'il y a un sujet de dialogue à ouvrir, bien sûr qu'il y a une notion d'adaptation à avoir. Et la question, c'est, comme vous irez demander encore une fois à vos clients qu'est-ce qui est important pour eux, allez demander à vos candidats ou à vos employés, peu importe leur âge en réalité, qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui est touché d'important pour eux. Et c'est aussi là-dessus qu'on peut agir avec sa culture d'entreprise. Et après, pour reboucler sur ça fait longtemps qu'on le sait, mais c'est pas pour autant que ça change. Les théories sur la motivation extrinsèque, intrinsèque, ça fait quand même d'ici à Mabilé, on est sur une bonne trentaine d'années qu'on sait que en fait, qu'est-ce qui fait qu'on va se lever le matin en sautant du lit en se disant génial, je vais bosser. C'est 3 conditions, ce qu'ils appellent Mastery, Autonomy, Purpose. Le premier, c'est Mastery, ça veut dire je vais être dans un cadre qui va me permettre de déployer mes compétences, de grandir, etc. D'où, qu'est-ce que l'entreprise va m'offrir pour ça? Et là, il y a beaucoup à faire autour des valeurs, autour de la proposition de valeur, de voilà, qu'est-ce que je vais apprendre. Ensuite, il y a la notion d'autonomie. Donc, qu'est-ce qu'on met en place? Et c'est là où c'est important d'avoir ce cadre de la culture qui va permettre à chacun de pouvoir s'autonomiser dès le départ. Et le troisième, c'est la notion du sens. Et le sens, attention, ça ne veut pas dire encore une fois qu'on va sauver le monde. Il y a des boîtes où on a vu, je prends AgoraPulse par exemple, ils n'ont pas une raison d'être qui est en train de sauver le monde. Et pour autant, les gens, ils sont hyper engagés parce qu'ils voient, en fait, l'idée, c'est il faut que je voie l'utilité de mon boulot. Et ils voient qu'ils ont des clients très contents, qu'ils ont un produit qui marche bien, dont ils sont fiers. Et ça suffit largement. Donc simplement, d'où avoir clarifié tous ces fondamentaux et que chacun sente, voilà, je suis utile à mon niveau, ça permet à des jeunes d'être super engagés. Trop bien. Je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode, de ces 2 épisodes. Ouais. En tout cas, merci beaucoup déjà à tous les 2. C'était trop bien à faire. On n'a pas vu le temps passer. J'espère que ceux qui nous regardent et qui nous écoutent aussi. Voilà, il nous reste à vous souhaiter une excellente année 2024 qui commence au moment où vous regardez cet épisode. Et voilà, merci à tous. À très bientôt. À bientôt.